Hello, on est vendredi et comme chaque vendredi, on est ensemble en direct pendant une vingtaine de minutes pour aborder une thématique en particulier et une thématique que vous m'avez suggérée dans les commentaires Facebook tout au long de la semaine. Alors tout d'abord, merci beaucoup aux commentaires que vous avez publiés suite au dernier live Facebook. Merci aussi aux différentes suggestions de thématiques. Ça m'aide beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai choisi une thématique que vous avez proposée dans les commentaires. Je réfléchis si j'avais pas un autre truc à vous dire aussi. Bon, ça me reviendra. On va commencer tout de suite. La thématique du jour, c'est le différentiel entre troubles du spectre de l'autisme et troubles du spectre de la schizophrénie. C'est une thématique qui avait été proposée quand j'ai fait un sondage pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet à aborder. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que la chaîne est pour des personnes qui sont psychologues ou en dernière année d'études en psychologie. En 20 minutes, on n'a pas du tout le temps de faire le tour de la question, que ce soit pour le différentiel TSA, TS schizophrénie, trouble du spectre de la schizophrénie. Donc ça va être très synthétique, ça va pas aller dans les détails, on pourra en reparler si vous voulez en commentaire et s'il y a besoin, on pourra approfondir avec un cadre autre qu'un live de 20 minutes. Alors, sur ce différentiel-là, effectivement, il est très important de l'avoir en tête. Alors, je vais parler de ce que je connais des adultes, d'accord, parce qu'après, le diagnostic du trouble du spectre de la schizophrénie chez les enfants, j'avoue, ça pose question. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais ça pose question, et ça me pose question probablement parce que j'ai pas les compétences pour aller rechercher ce genre d'éléments chez des jeunes, chez des enfants. Par contre, chez les grands ados et chez les adultes, pour avoir bossé aussi en psychiatrie et en centre... oula, je perds mes mots. Et en centre expert, c'est des choses à avoir en tête. Si vous avez une suspicion d'autisme chez un adulte, il faut toujours aller chercher le différentiel avec la schizophrénie. De toute façon, même si vous n'avez qu'une seule hypothèse, il y a tout un tas de différentiels à faire et le trouble du spectre de la schizophrénie en fera partie. Pourquoi ça peut être compliqué? Alors moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un patient avec un différentiel complexe entre TSA et trouble du spectre de la schizophrénie. J'ai renvoyé vers un centre expert après avoir fait une évaluation, à mon niveau de compétence, pour ensuite renvoyer vers le centre expert. Comme la dernière fois, hein, sur l'aspect différentiel HPI-TSA, même si le HPI, c'est pas un trouble, hein, on peut avoir une association du TSA et du TSS, mais il y a aussi le différentiel à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible d'avoir les deux, mais c'est aussi possible d'avoir des signes qui se ressemblent, mais qui ne permettent pas de valider les deux diagnostics. Pourquoi c'est un peu ambigu parfois? Parce qu'il y a des points communs en apparence. Et je dis bien en apparence parce que lorsque ces points communs émergent lors de vos entretiens cliniques, il va falloir aller se demander pourquoi est-ce que ça arrive et à aller, comme d'habitude, hein, je raconte toujours la même chose au final, à aller creuser pour connaître vraiment tout le fonctionnement qu'il y a derrière le comportement. Je reprends un exemple assez trivial. Une personne qui va cocher dans le profil de Dune que c'est pas du tout agréable pour elle de marcher pieds nus dans l'herbe ou dans le sable, par exemple, il va falloir aller demander pourquoi et pas conclure automatiquement à quelque chose de l'ordre de particularité de la modulation sensorielle. Il peut y avoir un millier de raisons qui expliquent qu'une personne n'aime pas marcher pieds nus dans le sable ou dans l'herbe. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Les points communs en apparence entre TSA et TSS, trouble du spectre de la schizophrénie, on va avoir notamment l'isolement et l'inadaptation sociale. D'accord ? Mais ça ne sera pas... Partons du principe que la personne a soit l'un soit l'autre. Hein. On ne va pas partir du principe qu'il y a une coexistence des deux troubles, on va dire qu'il y a soit l'un soit l'autre. Un isolement et une inadaptation sociale, on l'observe dans les deux troubles, sauf que si on creuse, ça ne se manifestera pas du tout de la même façon. D'accord ? On parle de ce fameux repli autistique, il avait été évoqué dans les anciens DSM.
faut vraiment décrire comment la personne s'isole et pourquoi est-ce qu'elle s'isole. Est-ce qu'elle s'isole parce qu'elle se protège, parce que il y a des personnes qui sont à sa recherche et qui lui veulent du mal, et donc elle s'enferme chez elle, ou alors est-ce que c'est parce que la personne s'adonne à des intérêts et elle a du mal finalement à s'extraire de sa passion, et du coup ça fait qu'elle reste très souvent enfermée chez elle. Voilà, et vous voyez que là, juste avec ça, on n'est pas du tout sur des arguments menant à la même hypothèse. La première va plutôt dans le sens d'un TSS, alors que la seconde va plutôt dans le sens d'un TSA. Alors je vais essayer de vous donner un autre exemple sur l'inadaptation sociale. Une personne qui, en arrivant à une réunion où il y a déjà des personnes qui sont présentes en avance avant le début de la réunion, eh bien, imaginez la personne donc, qui arrive et qui ne dit pas bonjour, d'accord, et qui va s'installer. Les explications peuvent être aussi multiples. Il va falloir chercher pourquoi est-ce que ça arrive. Est-ce que c'est parce que la personne n'a pas les codes sociaux? Peut-être. D'accord. Et dans ce cas-là, on est plus sur un argumentaire de troubles du spectre de l'autisme. Ok. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent, hein, je vous vois arriver. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, on va aussi, par exemple, dans les points communs en apparence entre TSA et TSS, une altération du contact, d'accord, du contact social, okay, dans l'interaction avec les autres êtres humains. Une personne avec trouble du spectre de l'autisme va peut-être, comme je le disais juste avant, ne pas avoir les codes sociaux, ça va être ni naturel, ni, disons, inné, de savoir s'il faut faire la bise ou serrer la main, à quelle distance sociale il faut se positionner, etc. La personne avec schizophrénie aura un autre type d'altération du contact. Ça ne va pas être la même, disons, clinique et le même ressenti quand elle va interagir avec une autre personne. On a aussi d'autres particularités, mais qui ne sont pas forcément différenciantes. Il faut faire très attention. Je parlais la dernière fois, avant-hier je crois, dans le webinaire l'autre soir, des troubles des fonctions exécutives. Elles sont présentes dans le TSA, elles sont présentes dans le TSS. D'accord ? Et de la même manière, le trouble de la théorie of mind, de la théorie de l'esprit, est présent dans la TSA et dans le TSS. Donc ce ne sont pas des éléments différenciants. Ce sont des éléments qui sont présents dans les deux troubles et qui ne permettent pas de dire c'est plutôt un TSA ou c'est plutôt un TSS. D'accord ? Donc là aussi, il faut faire très attention. Il faut évaluer le fonctionnement exécutif en vie quotidienne, il faut évaluer la théorie de l'esprit, mais ça ne permettra pas de faire le différentiel. Si une personne n'a pas, avec une suspicion d'autisme ou de TSS, n'a pas de difficulté aux théories de l'esprit, ça ne veut pas dire qu'elle est l'un ou l'autre. Okay. Donc ça va dépendre aussi des outils qu'on a utilisés pour évaluer, ça va dépendre de l'impact en vie quotidienne, on revient toujours à la question de pourquoi elle est là pour le bilan. De la même manière, je parlais des fonctions exécutives, mais il va y avoir très probablement des troubles cognitifs de manière plus générale, que ce soit dans le TSA ou dans le TSS. Ce ne sont pas des éléments différenciants. Ensuite, il y a aussi les troubles du comportement. Donc, je rappelle que les troubles du comportement ne font pas partie des critères diagnostiques de l'autisme. Par contre, on va pouvoir observer chez une personne TSA et chez une personne avec schizophrénie peut-être de l'agitation, des comportements agressifs, des actions répétitives et des rituels. Donc ça, c'est un petit peu ennuyant quand on a une personne avec ce différentiel-là, parce qu'il va falloir, encore une fois, aller chercher l'agitation, pourquoi est-ce qu'elle est présente, comment elle se manifeste, dans quel contexte. Finalement, c'est faire des mini ou des analyses fonctionnelles de ces comportements-là, bien précisément, pour pouvoir espérer dégager des éléments qui seront plus en faveur d'un TSA ou plus en faveur d'un TSS, si on part du principe que pour notre patient, c'est l'un ou l'autre. Mais je répète, ça peut être les deux. Okay ? Donc si c'est les deux, eh bien, on va recueillir des éléments en faveur des deux diagnostics. Et après, ça se travaille en équipe pluridisciplinaire, évidemment. Les comportements, par exemple, auto-agressifs, que peut avoir une personne avec TSA et une personne avec TSS. Les deux sont possibles. Donc pareil, mini-analyse fonctionnelle ou analyse fonctionnelle complète,
pour aller chercher l'explication de ces comportements. Et c'est là où l'approche TCC prend tout son sens. Faire de la TCC, c'est pas uniquement en thérapie, ça peut être complètement, et je le recommande, utilisé dans le cadre de bilan neuropsycho. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma formation à la fac le professeur Martine Bouvard qui a fait des cours pour nous former à la TCC, à l'analyse fonctionnelle. Donc, je répète, je dis pas que j'ai les compétences pour faire de la TCC en termes de thérapie, mais par contre, dans le master, j'ai eu cette formation-là pour faire les analyses fonctionnelles. J'ai refait un DU avec TCC et addiction pendant 1 an où j'ai pu remettre une grosse couche là-dessus. Et l'analyse fonctionnelle, c'est quelque chose que j'utilise très 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 fréquemment dans chacun de mes bilans pour mieux comprendre pourquoi tel comportement arrive. Alors oui, ça peut être long de faire des analyses fonctionnelles sur tous les comportements, mais c'est la clinique et c'est ça qui va permettre d'être beaucoup plus fin, d'être beaucoup plus précis dans la description comportementale de la personne et ça aide mais grandement au différentiel. Ça devient, j'ai envie de dire, fluide, c'est parlant quoi, ça donne des éléments hyper clairs et ça devient entre guillemets facile ensuite d'aller chercher des conclusions. Les personnes avec schizophrénie et les personnes avec autisme peuvent aussi toutes les deux avoir des rituels. Donc de la même manière, va falloir aller chercher ces rituels, à quoi ils servent. D'accord ? Donc après, il y en a d'autres. Il y a aussi, par exemple, des éléments de persécution. Alors peut-être, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe parce que j'ai pas le bon échantillon de personnes dans mon entourage, mais les éléments de persécution peuvent être présents chez la personne avec autisme. D'accord ? Et ça, j'ai l'impression, c'est ce que je disais juste avant, que c'est pas forcément bien connu, ou alors que c'est pris pour forcément quelque chose de l'ordre des TSS ou de la psychose, d'accord, de ces aspects-là. Non, pas forcément. Les personnes avec TSA, disons très pures, peuvent avoir des éléments de persécution, mais il n'y a pas les mêmes mécanismes sous-jacents derrière, d'accord ? Sur du trouble du spectre de la schizophrénie, on va être beaucoup sur des choses de ce qu'on connaît peut-être le plus. Il me veut du mal, ils me veulent du mal, ils me recherchent, des choses comme ça, où ils se sentent vraiment persécutés au sens premier du terme. Dans les troubles du spectre de l'autisme, ça va être lié à une incompréhension des situations sociales. Okay ? Donc c'est vraiment pas la même mécanique qu'il y a derrière, les mêmes processus. Et c'est très très important d'aller creuser avec la personne. Ok, qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle vous voulait du mal ? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un croche-patte volontaire pour vous faire tomber que vous avez subi et que finalement peut-être c'était pas fait exprès ? Ça on le retrouve très souvent. Par exemple, je pense à un jeune adulte au lycée, il m'a expliqué ça lors d'un entretien clinique. Il se fait bousculer régulièrement dans les couloirs du lycée parce qu'il y a du monde dans un lycée et aux intercours, il y a beaucoup d'élèves qui migrent. Et on a dû débriefer parce qu'il pensait que les différents à-coups, les coups d'épaule ou les coups de sac qu'il prenait pendant qu'il traversait les couloirs, étaient volontaires de la part des personnes. Or, après analyse de la situation, non, il s'agissait en fait de l'effet de foule qui faisait qu'il se faisait pousser. D'accord ? Donc il y a vraiment cette incompréhension des interactions sociales qui entraîne des conclusions erronées. Donc par exemple, jump to the conclusion. Ok, il y a d'autres éléments. Si par exemple, je prends maintenant les principales différences. Donc là, on a évoqué quelques-uns des points communs en apparence entre TSA et TSS, trouble du spectre de l'autisme et trouble du spectre de la schizophrénie. Maintenant, voyons quelques principales différences entre ces deux troubles. Par exemple, dans l'autisme, très souvent, on retrouve un trouble de la prosodie, ce qu'on ne va pas, en général, retrouver dans le trouble du spectre de la schizophrénie. Encore une fois, ce ne sont pas du 100%, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est pas impossible un jour qu'on retrouve une personne avec un TSS et un trouble de la prosodie. Voilà. Mais ce sont des éléments qui vont contribuer au différentiel ou à conclure qu'il y a présence coexistante du TSA et du TSS. D'accord ? On est toujours sur ce système d'enquête où on va grappiller des infos et quand on aura assez d'infos, on pourra éventuellement
conclure à quelque chose. Mais l'idée, c'est vraiment de rechercher des preuves, en fait, en faveur de telle ou telle hypothèse. Donc le trouble de la prosodie. Le second degré, qu'on retrouve fréquemment comme péché chez les personnes avec autisme, hein, le second degré, en lien avec cette pragmatique du langage, donc c'est l'aire A du DSM-5 dans les critères diagnostiques, tandis que la personne avec TSS, en général, elle a accès au second degré. Alors évidemment, hein, quand je dis trouble du spectre de la schizophrénie, je ne parle pas des personnes qui vont être en phase aiguë. D'accord, on ne fait pas forcément ce type de bilan-là quand les personnes sont en phase aiguë. Je parle vraiment des personnes qui sont relativement stabilisées et qu'on pourrait rencontrer en libéral ou dans certains services de psychiatrie. D'accord, une fois qu'elles ont un traitement qui commence à être pas mal efficace sur des services, par exemple, de réhabilitation psychosociale, là, ça pourrait avoir du sens de re-questionner le diagnostic, par exemple. D'accord, ou dans les services de centre expert. Je ne parle pas de personnes en phase aiguë, évidemment que non, ça n'aurait pas de sens. Si je cherche d'autres éléments qui sont différenciants entre le TSA et la schizophrénie, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a la compréhension des conventions sociales. Dans l'autisme, il y a vraiment cette idée où la personne va être peu en mesure de comprendre les convenances sociales. Encore une fois, les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, c'est très variable d'une personne à une autre une fois qu'elles sont dans le spectre. D'accord, l'intensité est variable. Donc c'est pas les autistes ne comprennent pas les convenances sociales. Absolument pas, c'est erroné comme propos. Par contre, la plupart ont des difficultés dans les convenances sociales et l'intensité de ces difficultés peut varier d'une personne à une autre. Alors qu'en général, les personnes avec TSS vont avoir cette compréhension des convenances sociales et leur comportement, d'inadaptation sociale ne va pas être lié avec cette première ère du DSM-5 sur l'autisme. Allez, un petit dernier pour la route, la désorganisation du discours. La désorganisation du discours, c'est quelque chose que l'on retrouve fréquemment chez les personnes avec TSS, les passages du coq à l'âne, fréquents aussi. Tandis que dans l'autisme, on est plutôt sur des conversations récurrentes autour d'une thématique précise, en général autour de leur passion. Dans les critères diagnostiques, c'est centre d'intérêt restreint, d'accord, c'est le terme diagnostique. Je sais qu'il y a des autistes qui n'aiment pas trop ce terme-là. Les autistes vont pas avoir ce discours désorganisé, vont plutôt avoir un discours qui est bien organisé. Quand il s'agit pas de bavardage social. Parce que ça, dans l'autisme, le bavardage social, c'est très complexe, voire très peu possible. Okay, c'est pas quelque chose qui est parlant pour eux, c'est d'ailleurs quelque chose à repérer pour aller vers l'hypothèse d'autisme. Donc dans le TSA, les conversations vont être plutôt sur des thématiques, des passions, d'accord, et le discours va être bien organisé, notamment quand on n'est pas sur du bavardage social. Attention, si je rajoute une difficulté là en fin de vidéo, s'il y a un TDAH associé, ça va encore compliquer les choses parce que ce passage du coq à l'âne, par exemple, il peut très très bien être observé dans le TDAH. Je ne veux pas vous faire peur, mais il faut savoir que c'est une des difficultés en clinique qui peut se présenter. On sait qu'il y a un TDAH, ou du moins on l'a évalué et l'hypothèse est vraiment plus en faveur du TDAH. Et on se demande si du fait des bizarreries ou du contact un peu atypique et des difficultés de communication, d'interaction, il n'y aurait pas un TSA. Et on fait aussi le différencier avec le trouble du spectre de la schizophrénie. Le fait d'avoir des signes et un TDAH va compliquer les choses pour le différentiel. Donc, pour finir, j'aimerais vraiment dire qu'il faut toujours revenir à la question de base. Quelle est la question qu'on vous pose? Pourquoi est-ce que vous faites le bilan? Sinon, on est facilement amené à poser 3, 4, 5 diagnostics. Mais quel intérêt? D'accord? Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt. Je dis que l'intérêt, il doit être en lien avec la question qu'on nous pose. Dans les mois qui viennent de passer, j'ai eu une personne qui, je crois que j'en ai déjà parlé à l'occasion d'une autre vidéo, mais qui m'a dit après presque 5h30 d'entretien, mais pas en bloc, je vous rassure, qu'elle faisait des cris de poule après 5h30 d'entretien. Sa question initiale, globalement, c'était est-ce que je suis autiste?
D'accord? Et au bout de 5h30 d'entretien, elle me dit qu'elle fait des cris de poule. Donc moi, direct dans ma tête, ça allume l'hypothèse de tic ou de SGT. D'accord? Donc je creuse un peu, enfin je creuse, et effectivement, la personne remplit les critères de tic chronique, de tic moteur, de tic vocaux chroniques. Très bien. Quel était l'intérêt pour moi de mettre en conclusion que la personne, en plus de deux diagnostics de diagnostics où on est vraiment avec un gros pourcentage on est bien sûr, quoi, enfin quasi sûr que c'est ça, de rajouter encore une étiquette avec tic vocaux chroniques. Alors qu'en plus, il m'en parle à la fin de 5h30 d'entretien, qu'il l'a jamais évoqué avant, qu'il m'a jamais dit que c'était un problème, même quand je lui redemande quel va être l'intérêt, et c'est une question que je pose, quel va être l'intérêt pour moi de rajouter encore ce diagnostic de manière vraiment en évidence dans le compte-rendu pour la personne. Voilà. Donc c'est ce genre de questions aussi que je vais me poser quand je réalise les bilans pour vraiment être au plus proche. Enfin, ça doit aider la personne. Le bilan, j'ai envie de dire que c'est un tout petit bout du processus avec une personne. C'est ce qui va nous permettre de diriger les accompagnements éventuels, toujours en lien avec la personne, c'est elle qui décide. Mais c'est vraiment le tout début. C'est rikiki par rapport à tout le reste qu'il y a à faire. Et donc si on se focalise bien, on va pouvoir trouver des accompagnements qui vont être pertinents pour la personne. Sans le bilan, c'est quand même beaucoup plus difficile parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne. Et si on part sans faire de bilan, je sais pas moi, un accompagnement sur la compréhension des convenances sociales, si on ne sait pas pourquoi la convenance sociale est bizarre, on risque vraiment de se planter, de tourner en rond et de perdre du temps, quoi, et de faire perdre du temps à tout le monde. Donc, on a vu aujourd'hui des points communs en apparence entre TSA et TSS. On a vu quelques principales différences entre TSA et TSS, et on a fait aussi on a rappelé que il fallait vraiment se focaliser, partir de la demande de la personne pour être pertinent, pour éviter de poser 4000 diagnostics. Et finalement, l'idée, c'est d'être utile à la personne en répondant à sa question et en faisant vraiment le lien entre ce que nous, on va retrouver, d'accord, et la demande de la personne. Pouvoir expliquer, donc, par exemple, si la personne me dit, moi, je ne supporte pas quand on me touche, pourquoi? Ok, je fais le bilan. Et à la fin, je dois être en mesure de dire, ok, vous remplissez les critères du TSA. Le TSA, c'est ça, ça, ça. D'accord? Et vous me demandiez pourquoi est-ce que vous n'aimez pas qu'on me touche? Eh bien, probablement que c'est en lien avec votre TSA, parce que dans le TSA, on retrouve des troubles de la modulation sensorielle, enfin des particularités, pardon, de la modulation sensorielle, et donc ça explique au moins en partie pourquoi vous ne supportez pas être touché. Très important de faire le lien entre ce qu'on retrouve et le questionnement de la personne. Et à mon sens, ce doit être écrit plus ou moins synthétiquement dans le compte-rendu et expliqué largement dans les entretiens de restitution. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas toujours à me mettre en commentaire les prochains thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire. On en discute en toute transparence et tranquillement. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, en commentaire, comme d'habitude. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau live Facebook. À très bientôt. Très beau week-end.